coutume, je vais au préalable vous présenter notre conférencière. Emmanuel Andréani est architecte et urbaniste, major en 1993 de sa promotion à l'École nationale des arts et industries de Strasbourg. Elle a reçu en 1994 plusieurs distinctions nationales pour son projet de fin d'études. Meilleur diplôme de France, premier prix de l'Académie d'architecture, premier prix Robert Camelot et premier prix de la Mutuelle des architectes français. Oui. Elle est également titulaire d'un DEA Jardin, Paysage et Territoire de l'École des hautes études en sciences sociales. Après avoir travaillé comme chef de projet dans les agences de Dominique Perrault et Paul Chemetov, où elle s'est spécialisée dans la maîtrise et le management des projets d'architecture et urbains, Emmanuel Andréani a fondé l'agence 6X Architectes en 1998. Elle est nommée au prix de la première œuvre Équerre d'argent pour l'école de musique de Tassin-la-Demi-Lune, a conçu et réalisé l'église de Saint-Thomas, à Vaux-en-Velin, de nombreux équipements comme le groupe scolaire La Plaine Grand Champ à Paris ou le Polygone à Lyon, ainsi que des centaines de logements pour des maîtres d'ouvrage publics et privés. Emmanuel Andréani est impliqué dans la recherche et l'innovation pour une construction et un urbanisme plus responsable et dans l'économie circulaire. Elle réalise actuellement, et c'est l'objet de notre conférence de ce soir, la Cité des vins et des climats de Bourgogne à Beaune en matériaux biosourcés, chanvre, chaux-bois et terre. Elle a depuis 1992 reçu de nombreux prix et distinctions récompensant son activité d'architecte, est intervenue dans de nombreuses conférences et workshops, et a publié des ouvrages et des articles concernant notamment l'habitat, l'enseignement et l'économie circulaire. Elle est régulièrement appelée en tant que membre du jury pour des concours d'architecture. Emmanuel Andréani, qui dirige actuellement l'agence 6X Architectes, est également professeur des universités à l'INSA de Strasbourg, expert judiciaire près la Cour d'appel de Lyon depuis 2020, et elle est depuis 2020 également membre de la Société académique d'architecture de Lyon. Et bien voilà, Emmanuel, je te donne la parole maintenant. Merci pour ce CV élogieux. Merci à tous d'être présents. Alors, il y a beaucoup d'amis dans la salle. Je vous remercie d'être là. Je vais vous faire voyager en dehors de Lyon ce soir. Alors, d'abord, quand même, puisque tu as cité quelques projets de l'agence, je vais vous les montrer. Donc ça, c'est l'agence actuelle. On est une dizaine d'architectes à Lyon et 2 architectes à Ajaccio. Et on travaille sur la région lyonnaise essentiellement, et puis on va dire surtout l'Est de la France, mais pas que. On a donc, tu as cité l'école de musique de Tassin-la-Demi-Lune pour lequel on avait été nominé au prix de la première œuvre. Le voici, je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment. Je le montre toujours parce que pour moi c'est le début en fait. Et j'aime bien commencer par le début. Un autre projet à Lyon, plus récent, c'est un gymnase et une demi-pension en extension d'un groupe scolaire qui est aussi qui représente pas mal le travail qu'on mène à l'agence, qui est un travail extrêmement contextuel et qui va chercher toujours les limites et les performances des matériaux. Sur ce projet-là, on était également avec le bureau d'études structure qui nous accompagne sur la Cité des Vins, Bâti-Cerf, pour des structures vraiment engagées, innovantes et complexes. Tu as cité l'église de Vaux-en-Velin, la première église construite dans le diocèse de Lyon depuis 50 ans. C'est vrai que c'est un projet qui était hyper intéressant. Quand on est architecte, concevoir une église, c'est presque comme concevoir un gymnase, sauf qu'il faut amener le sacré à l'intérieur, et ça, c'était un vrai défi. 2 concours que je vous montre rapidement à l'international. Là, c'est à Mossoul, sur le centre de Mossoul, la reconstruction de la grande mosquée avec des espaces d'art adjacents et des écoles. Un concours perdu, malheureusement.
mais c'est intéressant de les montrer. Et ça, c'est le concours de l'Université française d'Égypte au Caire. Je vous montre ces deux projets parce qu'ils ont quelque chose à voir avec ce projet de la Cité des Vins que je vais vous présenter. Ils convoquent également des matériaux biosourcés, des techniques de construction que je vais vous exposer en détail tout à l'heure. C'est ce qui nous motive aujourd'hui à l'agence. On est toujours en quête d'innovation et souvent on va chercher l'innovation dans les territoires dans lesquels on travaille parce qu'on va chercher cette innovation dans le vernaculaire, c'est-à-dire dans ce qui existait avant qu'on soit là, dans l'architecture de nos anciens. Un avant-dernier projet que je vous montre parce qu'on est très content d'avoir eu un prix international pour ce tout petit projet qui se situe près de Dijon, qui est un monument historique qu'on a complètement vidé de l'intérieur et dans lequel on a fait un centre de loisirs. Et on vient d'apprendre qu'on a eu un Master Prize, qui est un prix américain, et sur la catégorie patrimoine. Voilà. Donc vous voyez les champs de l'agence, nos explorations vont un peu dans tous les domaines. Alors la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, c'est le projet qui nous a occupés pendant quelques mois, presque années maintenant. Et vous l'aurez compris au regard de tous les projets que je viens de vous montrer. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais ils permettent quand même de voir une démarche. La question pour nous de la forme et de la matérialité et de l'écriture de nos projets, c'est d'abord la question de la tension qu'on met avec un lieu dans lequel ils viennent prendre place. C'est pour nous, à l'agence, toujours une question de dialogue, alors de dialogue avec un site, de dialogue avec un maître d'ouvrage. Et c'est une démarche qui, pour nous, n'implique pas de mimer quelque chose, mais plutôt d'essayer d'inventer avec ce qui... Vous pouvez rentrer, hein. D'inventer avec ce qui est là. Pour nous, je dirais que le projet architectural, il vient interroger le réel. Il s'engage comme... en fait, il a une responsabilité qui est autant sociétale qu'environnementale, que culturelle. Et pour nous, cette responsabilité-là, elle est au-dessus de tout. Alors, c'est pour ça qu'on s'engage systématiquement dans des recherches, tu l'as dit. Et ces recherches, aujourd'hui, nous conduisent à réinterroger le programme. Ça, tous les architectes le savent. Hein. On réinterroger le programme pour un architecte, c'est aller chercher l'usage, c'est rencontrer les futurs habitants, c'est retravailler cette matière qu'est le programme. Mais ça nous conduit également à travailler sur l'énergie. Donc là, on développe des projets en hydrogène, par exemple, parce qu'on a envie de réinventer vraiment la façon dont on va chauffer les bâtiments et on va chercher des matériaux. Alors là, vous avez un échantillon de la façade de la Cité des Vins et je vais beaucoup parler de matériaux ce soir. Et tout ça parce qu'on a aussi cette ambition de faciliter la maintenance et, comme tu l'as dit, l'économie circulaire des bâtiments. Et ça, c'est, je pense, aujourd'hui la responsabilité pas que des architectes, mais de tout un chacun. Donc la Cité des Vins, c'est une histoire qui commence avec un coup de fil de David Guillot, qui est dans la salle, qui dirigeait le groupe Rougeot, et qui me dit, écoute, voilà, il y a ce concours qui sort, c'est un conception-réalisation, c'est même plus qu'un conception-réalisation, c'est un MPGP, et est-ce qu'on répond Donc on a dit, allez, bingo, on y va. Et on y va pour un projet qui est donc porté par la ville de Beaune. C'est un projet qui n'est pas très grand, puisque on est à 3600 mètres carrés. Je vais essayer de parler et de regarder ce que je vous montre en même temps. Voilà, comme ça. 3600 mètres carrés. C'est un projet, par contre, qui est très ambitieux d'un point de vue environnemental, avec un niveau de biosourcé qui atteint le niveau 2. Avec un équivalent 3C1 et avec une ambition d'être compatible au label biodiversité.
Quelques dates de ce projet. Nous avons déposé le permis de construire en novembre 2020. Les travaux ont démarré en janvier 2021. Et là, on vient de terminer le clos couvert. Et l'ouverture au public sera certainement décidée pour avril-mai 2023. Donc c'est allé très très vite, avec une durée de travaux juste de 26 mois. Ça, c'est important parce que c'est possible de le faire, effectivement, quand on travaille en équipe avec une entreprise qui s'engage sur des délais, et c'est surtout avec une équipe soudée, ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Alors, je vous emmène en Bourgogne, la cité des climats et des vins de Bourgogne. D'abord, qu'est-ce que c'est que les climats de Bourgogne? Les climats de Bourgogne, c'est un site extrêmement vaste qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Beaune se situe à peu près au centre de ce territoire des vignobles. Alors on connaît bien sûr les grands crus, les premiers crus. Et Beaune se situe exactement là. Et la Cité des Vins se situe exactement là, dans ce périmètre qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur un terrain qui aujourd'hui est une friche. Et donc, c'est une vraie, on va dire, encore responsabilité que de se dire, ici, il va falloir créer un territoire, un micro-territoire qui s'inscrit complètement dans ce site de patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, déjà, c'est une responsabilité et c'est aussi un défi. Donc, c'est un site qui est placé à la sortie de l'autoroute de Beaune. Alors, c'est très pratique d'accès, hein, derrière le Novotel, ici, et en plein cœur de ces vignobles de la côte beaunoise. Alors, la Bourgogne, bien sûr, c'est les vignobles. C'est ces climats, donc, qui sont ces parcelles qui font orienter différemment, permettent d'obtenir ces magnifiques vins qu'on connaît tous. Ce sont ces villages, ces murs, et tout ça est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est cette pierre-là qui nous a inspirés dans le projet. C'est ces cabottes que l'on trouve au milieu des vignobles et qui nous ont également inspirés dans le projet. Et c'est la vigne qui vient s'accrocher sur ces fils de palissandre et qui nous permet d'avoir les grappes de vin. Et puis ce sont ces murs de pierre de Comblanchien. Et toutes ces images-là ont nourri notre projet. Et la Bourgogne, c'est aussi une solidarité humaine. Cette image illustre les vignobles quand la température descend en dessous de zéro. Il y a un phénomène qui se produit. Tous les gens de tous les villages se mobilisent pour mettre des bougies au pied des vignes et pour faire en sorte que les pieds de vigne ne gèlent pas et pour sauver les récoltes. Et ça, si vous voulez, cette ambiance-là, elle a vraiment porté le projet. Et c'est ce dialogue-là entre ce territoire et la rencontre avec ces vignerons, ces bourguignons, qui nous a porté, je crois, sur ce projet. Donc j'ai appelé cette première diapo « Il était une fois » parce que la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, c'est une histoire. C'est une histoire et, que j'aime à raconter. Et en fait, j'aime bien la raconter comme ça parce que souvent on me demande « Mais comment vous avez eu l'idée de départ? Comment vous avez pu imaginer un bâtiment depuis une page blanche, comme ça, un territoire où il n'y a rien, et comment est-ce que vous intégrez toutes ces données, toutes ces contraintes, toutes les règles pour arriver à faire cette identité si particulière de ce bâtiment ?» Ben moi, je dirais que le processus de conception, il est quand même très complexe et que c'est un processus qui est à la fois déductif et inductif, mais en même temps, l'objectif, c'est quand même de proposer un bâtiment, un tout, qui va porter une forme architecturale et pour lequel, en fait, nous, les architectes, vous êtes nombreux dans la salle, on sait qu'on va toujours aller plus loin dans la quête de sens. Et en fait, ici, c'est la démonstration pour moi que le projet, en fait, il ne se fait pas tout seul, jamais. Il ne se fait pas d'une page blanche, puisqu'il y a le site, vous l'avez vu, il est fort. Mais surtout, il y a l'équipe. Alors ça, c'est toute l'équipe de conception et de réalisation. J'insiste sur « et de réalisation » parce qu'en fait, on est dans un processus de conception-réalisation. Donc, on a été ensemble depuis le début jusqu'à la livraison et on sera ensemble.
Donc cette équipe, elle est portée par le groupe Rougeau, dont le directeur général David Guillot est dans la salle. Elle est portée en termes de structure par Bâti-Cerf. Pour la scénographie, on a Alice dans les villes. Pour le BETHQE, c'est Terrico qui nous a accompagnés et qui a travaillé main dans la main avec nous. Un acousticien, un économiste Iliad, pardon, un BET électricité B27, pardon. Ensuite, Eiffage Energy System pour toutes le CFO CSI. Pour les fluides, la plomberie Clévia, l'acoustique, c'est Génie Acoustique qui nous a accompagnés, et ensuite un BET environnement, CETIS, et un BIM manager. Le maître d'ouvrage, c'est la ville de Beaune. On a un exploitant qui est extrêmement présent, qui est le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, et un assistant à maîtrise d'ouvrage, Indigo. Bon, bureau de contrôle, Alp Control, et le coordinateur SPS, le bureau Veritas. Je tenais à les citer tous parce que c'est grâce à eux que ce projet a pu se faire, et vous allez voir que ce projet-là, il est né aussi à un moment donné dans un bureau, c'est celui-là, dans un bureau où donc David et moi, on était tous les deux, et on était quand même face à des équipes internationales, on était face à des majors, je ne vais pas les citer, hein, mais vous les connaissez. Et puis, Rougeau, c'est une entreprise locale. Moi, je ne suis pas une architecte internationale. Et à un moment donné, il a fallu faire la différence. On était des outsiders dans ce concours. Et en fait, tout est né d'une phrase de David qui me dit « Écoute, tu t'en fous du prix. C'est quand même rare qu'on ait ça. Tu t'en fous du prix. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse waouh. Quand ils ouvrent les planches, que ça fasse waouh. Et cet effet waouh, on l'a eu. On l'a eu, et on le sait après coup, qu'on a été, choisi par le jury à l'unanimité pour cet effet waouh que vous connaissez, cette vrille-là qui vient s'enrouler autour de ce bâtiment. Le concept de ce bâtiment, en fait, il est né simplement du territoire. La vrille, c'est quoi? C'est ce petit bout de végétal, là, tout frêle, qui permet en fait à la vigne de s'accrocher à ce fil de palissandre. Et cette vrille-là, avec le temps, elle devient dure comme de la pierre. Et ça a nourri tout le projet, cette idée que le bâtiment devait être porté par cette vrille. Alors, c'est une transposition qui est facile, on pourrait dire, ah oui... Mais en fait, c'est toute l'histoire de la Bourgogne qu'il y a derrière cette vrille-là, parce que sans cette vrille, on ne peut pas faire monter la vigne. La vigne, c'est une plante qui s'étend au sol. Et sans cette vrille-là, on ne peut pas avoir du raisin et on ne peut pas avoir du vin. Et donc, tout est parti de là. Et ça, c'est le premier croquis que j'ai fait à partir de cette idée-là. Et après ça, on a déroulé et on est parti, parce que faire une vrille sans poteau, bah, c'est pas facile. Et pour ça, je vous assure que si on n'a pas Bâti-Cerf pour être avec nous, on n'y arrive pas. Et donc voilà l'histoire du projet qui commence. Et cette histoire-là, elle nous a amené donc à travailler déjà dans un parc. Ici, on a une friche, et donc le parc s'est dessiné avec ce bâtiment-là, qui est un bâtiment paysage. Vous avez ici un bâtiment qui est assez petit, vous l'avez vu en termes de surface, et il fallait aller chercher le territoire. Il fallait que ce bâtiment il paraisse plus grand que prévu. Et on est allé chercher des rampes dans le parc, et on est allé chercher le climat, ce qui est la mesure de la Bourgogne. On est allé chercher le socle. Tout se passe en fait, toute l'exposition est enterrée en fait sous de la vigne, et ce socle fait 4 ouvrées. 4 ouvrées, c'est une ouvrée, c'est la mesure d'un homme qui travaille la vigne par jour. Donc 4 ouvrées, c'est 4 parcelles de travail de l'homme, et donc on est allé chercher cette relation à l'homme. Et la cabote que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est au milieu de la vigne. Voilà, ça c'est le bâtiment, et l'idée est partie de là. Donc ce bâtiment-là, il a une expression effectivement particulière. Il va rechercher l'identité de ce territoire. Et ce bâtiment-là, je vais vous montrer le film qu'on a présenté au concours.
il se lit assez facilement dans ces quelques images, avec un socle de 1300 mètres carrés dans lequel on va trouver une exposition qui va renvoyer au territoire de la Bourgogne, à ce que c'est qu'un climat, comment on construit le vin, comment on le goûte. Et cette exposition se trouve sous un vignoble qu'on va planter. Ce socle-là, il est ancré dans la terre, voyez, il est ancré comme les grands murs de Comblanchien qu'on trouve dans les vignobles et dans les villages bourguignons. Et ensuite vient se développer entre la terre et le ciel cette vrille qui va aller chercher le ciel et qui va ouvrir au paysage. Finalement, ce bâtiment, donc avec les matériaux que vous voyez, on est allé chercher de l'authenticité aussi avec ce bâtiment. On a, vous le verrez, du bois, beaucoup de bois en intérieur, et on a aussi des façades qui sont en ossature bois. On a amené un échantillon avec des matériaux qui sont totalement biosourcés en béton de chanvre. Et pour arriver à faire tout ça, y compris cette grande passerelle que vous voyez, pour aller jusqu'au paysage, pour aller jusqu'à ce belvédère-là, il a fallu un petit peu défier la pesanteur. Et ça a été tout le travail que je vais vous présenter, qui est un travail à la fois structurel. Alors j'espère que je ne serai pas trop, on va dire, technique. Je vais essayer, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà. Alors déjà, on va parler du programme. Voilà, le programme, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, il y a une surface assez réduite. Et donc, aller chercher le ciel, c'était aussi pour nous réduire les surfaces au sol. C'était avoir un bâtiment compact. On a donc dans le socle 1300 mètres carrés d'exposition. Ensuite, on a des espaces de formation de l'école du vin. On a des bureaux. Et puis un bar panoramique au R+4 et une terrasse panoramique en étage. Donc ce bâtiment, il se lit en couple et en façade. Vous avez sur cette coupe donc l'espace d'exposition qui se développe sous le vignoble, donc qui est planté de 40 à 60 cm de terre, et un talus qui vient chercher, qui vient montrer, essayer de trouver un ancrage un peu plus grand que simplement l'emprise du bâtiment. Et puis, pour des raisons bien sûr thermiques, vous l'avez compris, on va compacter au maximum tous les bureaux et tous les espaces d'accueil et de séminaire dans ce bâtiment en forme d'ellipse. La rampe que vous voyez sur cette coupe, elle nous permet plein de choses. Bon, elle permet bien sûr d'accéder au toit du bâtiment. Elle permet un tas de dispositifs de cadrage et elle permet également de se protéger du soleil. Les orientations ont été travaillées dans ce bâtiment. Et puis aussi, elle permet de dire que ce bâtiment, il n'appartient pas qu'aux visiteurs, parce que c'est un bâtiment qui va avoir énormément de visiteurs qui vont venir de Chine, d'Allemagne, des États-Unis. Voilà, c'est la cité des vins de Bourgogne. Mais aussi, ce bâtiment-là, il s'adresse aux Bourguignons. Et c'est l'idée qu'on a aussi proposée dans ce concours, c'est que ce bâtiment, il soit aussi une destination pour les Beaunois. C'est-à-dire que cette vrille-là, c'est un espace public, en fait, qui vient s'enrouler autour du bâtiment et qui permet de se promener jusqu'au toit. Donc quelques images également pour expliquer. Alors ça, c'est les images qui permettent d'expliquer le concept thermique. On a des orientations qu'on a travaillées, je vous l'ai dit. Et puis on a de la récupération d'eau, on a des panneaux solaires. On a une vraie compacité des espaces avec ces murs ossature bois et ce béton végétal. Et l'espace d'exposition, lui, qui a une isolation par l'intérieur, parce que c'est des grands volumes et qu'à un moment donné, il faut essayer de chercher de la masse pour assurer donc, les objectifs thermiques qui nous sont donnés. Il faut savoir que sur ce bâtiment, on pourrait être passif si on n'avait pas tous les équipements scénographiques qui sont extrêmement énergivores. Donc je vais décrypter petit à petit le bâtiment. Donc là, on est au rez-de-chaussée. À chaque fois, je vous ai mis un plan. On va rentrer par là. Donc vous avez les vues du hall. Le hall est en double hauteur et le hall fait la part belle au bois.
Depuis le haut, on en accède par un escalier monumental qui va permettre d'aller sur une terrasse du R+1, qui va permettre d'accéder à cette vrille. Et puis sur le R+1, on a des espaces de séminaire. Vous voyez aussi que le bois est présent dans toutes les salles avec ce que je vais décrypter tout à l'heure, ces planchers bois qui sont aussi une performance technique du bâtiment. La grande salle d'exposition que je ne développerai pas parce que ce n'est pas le propos et puis je n'ai pas envie de dévoiler trop. Mais bon, 2-3 images du concours. C'est un concept de black box. Et à l'intérieur, en fait, on va être projeté dans le climat de Bourgogne, dans la vigne et dans l'histoire de cette fabrication du vin. C'est un parcours œnologique qui sera, à mon avis, assez intéressant. Donc ensuite, on a les salles de dégustation qui sont donc sécables, dans lesquelles on peut avoir des classes qui vont de 30 à 200 personnes. Et toujours, on le voit avec cette coupe, des relations qui se créent entre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment et ce qui se passe à l'extérieur via la rampe. Donc il y a toujours cette relation entre le dedans et le dehors qui est importante dans ce bâtiment. Ensuite, les espaces de bureau, c'est pareil. Donc il a fallu gérer ça parce que quand vous bossez et que vous avez les gens qui tournent autour du bâtiment, bah, c'est peut-être pas très confortable, mais en même temps, ça crée des relations qui peuvent être porteuses de plein de choses. Et puis la terrasse panoramique avec son bar au R+4. Donc ce bâtiment-là, je vous l'ai dit, il va chercher le ciel, mais il va chercher surtout à enfreindre la pesanteur. C'est un vrai défi structurel avec cette forme qui est au service de la structure et vice-versa. Et je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne. Alors d'abord, je vous ai parlé de ce bâtiment qui s'ancre dans ce territoire. Nous avons des grands voiles qui font jusqu'à 8 à 10 mètres de haut, qui sont en béton grège. Ce béton grège, il a été fait aussi avec des matériaux du site, puisque ce sont des bétons qui ont été faits avec de la pierre de Comblanchien, ce qui lui donne cette teinte un peu beige que vous avez vue sur les images et que vous verrez sur les photos de chantier. C'est également un support à la vigne. Donc il y a 40 à 60 cm de terre végétale qui sont posés au-dessus et la vigne qui va pousser dessus. On a 300 mètres carrés de pierre de Comblanchien. Ces 300 mètres carrés de pierre de Comblanchien, c'est de la pierre épaisse. Et il est porté, la toiture, c'est des dalles alvéolaires précontraintes, dont la reprise de charge, c'est 2000 tonnes à peu près. On a juste 4 poteaux dans ce bâtiment, 4 poteaux donc, qui reprennent chacun 400 tonnes et qui portent cette terre végétale. Donc c'est une vraie performance, on va dire, technique pour cette salle et qui se monte petit à petit. Donc là, vous allez avoir les photos de chantier. Puisqu'on ne peut pas aller sur place ce soir, je vous emmène dans le chantier, donc avec ces voiles courbes qui ont été coulées, ces dalles précontraintes qui ont été posées, et puis ces ouvriers qui travaillent à la jonction entre les voiles et les dalles. Donc ça, c'est l'espace intérieur qui se construit. Le mur de pierre de Comblanchien. Donc ce travail-là aussi, c'est un travail qui a été extrêmement intéressant en tous les cas pour moi. C'est de voir qu'à un moment donné, le béton, ça se coule. C'est moins visible pour un architecte là. Voir travailler les tailleurs de pierre, il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, dans ce travail. Alors, on n'a pas de la pierre de parement ici. On a de la pierre qui fait 17 cm d'épaisseur. Sauf qu'avec les règlements sismiques, on a dû, bien sûr, le doubler d'un mur béton. Et on a ces tirants-là qui retiennent, qui solidarisent la pierre et le béton tous les mètres carrés pour voilà. Et là, vous avez le tailleur de pierre qui taille la pierre sur place et qui vient la poser sur ce mur. Et c'est aussi ça, un chantier, c'est aussi ça le projet. Ça a été vraiment dans ces échanges avec toutes ces personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc là, voilà la salle d'exposition vide. Elle est aujourd'hui remplie des espaces scénos.
Et puis des grandes poutres qui permettent de créer aussi un pan incliné qui va nous permettre de voir le vignoble depuis la terrasse. Le deuxième challenge de ce projet, ça a été, je vous l'ai dit, de défier la pesanteur. Parce qu'en fait, la vrille, si vous l'avez bien vu sur les images, et vous le verrez sur le projet final, cette vrille n'a pas de poteau. En fait, cette vrille est presque portée par le ciel. Enfin, c'est ce qu'on voulait. Comme il n'y a pas de fil de palissandre non plus, il a bien fallu trouver une astuce pour la porter. En fait, tout repose sur un noyau central qui a été coulé, qui est en béton préfabriqué. Ce béton préfabriqué, dont certaines des pièces font plus de 13 mètres de haut, va porter l'ensemble du bâtiment. Donc vous les voyez ici. Ils vont porter des poteaux métalliques, une ossature en métal sur lesquels va se reporter des consoles métalliques. Donc ça, c'est le noyau central qui est amené par cette grue, donc 13 mètres de haut. Ça aussi, c'est une performance. Je peux vous dire que quand il arrive, c'est assez impressionnant. Donc voilà la performance technique. Et ça aussi, c'est un travail qui a été vraiment mené par les équipes de Rougeot d'une main de maître, aussi bien en termes d'anticipation de toutes les attentes que vous voyez ici, qu'en précision de montage. Et ensuite, défier la pesanteur, c'est toute l'ossature métallique qui vient reposer sur ces noyaux béton et qui va permettre au bâtiment de se construire. Alors, ici, on est dans des techniques de construction qui vont au-delà des techniques de construction du bâtiment. Et c'est là que l'ingénieur intervient et c'est là que le génie civiliste intervient parce que vous avez, entre autres, ce que je montre avec ma souris là, c'est cette poutre qui fait plus de 20 mètres et qui vient se reporter que sur 2 appuis. Donc voilà la structure métallique qui s'est montée. Voilà cette poutre qui s'élève d'une seule pièce. Et ça aussi, c'est des moments qui sont assez impressionnants. Moi, j'ai aimé participer à ce levage avec l'angoisse de est-ce que ça va arriver au bon endroit, est-ce qu'il n'y aura pas 1 centimètre de trop ou 1 centimètre de moins. C'était des beaux moments et c'est aussi ça qui va faire que ce bâtiment-là, dont la pièce centrale est cette petite vrille qui vient s'enrouler, va faire en sorte que le visiteur va trouver son compte dans cette ascension-là. Parce que cette pièce-là, elle va transporter le visiteur dans la fin du parcours, dans le ciel en fait. On est vraiment suspendu dans le ciel, il n'y a rien qui nous raccroche au bâtiment, il n'y a pas de poteau, et là il y a vraiment la magie qui opère, enfin qui va opérer. Hein. On n'y est pas encore, moi je n'ai pas encore marché dessus. Et là vous voyez aussi, donc cette apesanteur, elle est créée par ces énormes pièces qui permettent de suspendre la vrille, donc cette rampe qui va venir s'enrouler. Donc vous voyez ces pièces, elles sont fabriquées en usine, elles arrivent et elles sont fabriquées donc par l'entreprise ERTCM. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais toutes les entreprises qui ont œuvré sur ce chantier sont des entreprises locales. Ça, on y a tenu. Et donc c'est un chantier de Bourgogne fait par les Bourguignons. Donc la voilà de plus près. Et là, vous avez également tous ces PRS là qui vont avoir une fonction, c'est celle de retenir ces planchers bois qui font la structure du bâtiment et qui font aussi l'esthétique intérieure du bâtiment. On a souhaité dans ce bâtiment que tous les matériaux restent bruts. Donc le plancher bois, il va rester brut, et vous le voyez ici, je le détaillerai tout à l'heure. Donc voilà la passerelle qui est arrivée, ensuite la passerelle sur laquelle les prédales sont posées, et puis ensuite c'est la matière qui vient habiller l'intérieur du bâtiment en surface et en sous-face. Donc la matière pour nous, ça a été le bois.
On a beaucoup essayé d'utiliser le bois. Alors évidemment, le bois, c'est difficile à utiliser sur les grandes portées. Là, on a des portées qui font 9,50 m avec cette technique qui est aussi assez innovante. Donc, de poutres qui sont en fait des planchers bois-béton. Donc, les poutres arrivent. Vous avez les coffrages ici en tête qui vont accueillir la dalle béton qui va être coulée par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a du jour ici, là. Ensuite, il y a des fonds de coffrage qui sont mis en place. Et je vous montrerai le détail technique. Ça nous permet d'avoir, d'un point de vue de la matière, ce bois-là qui est vraiment présent, le bois massif. Et en même temps, d'un point de vue acoustique, on a cette chaleur qui reste présente partout dans le bâtiment. Donc on a ce bois en double hauteur. Et là, vous avez le détail dont je vous ai parlé. Alors, ici, vous avez des attentes métalliques qui sont raccrochées au PRS. Là, les petites pattes de des grosses pattes de fixation des poutres qui sont ici et qu'on voit là, qui sont mis en place. Et ensuite, on coule la dalle béton et tout ça vient se maintenir pour créer cet effet de voûte presque du plancher bois-béton. Donc ça aussi, c'était une performance technique. Très souvent, nous, les architectes, on ne parle pas trop de technique parce qu'on n'a pas envie de la voir. Voilà. Là, ça a vraiment été un travail conjoint du technicien, de l'entreprise, de l'ingénieur et de l'architecte pour sublimer en fait toutes ces techniques et puis en faire de l'architecture, en faire de l'espace, en faire de la matière et je crois de la matière sensible. L'enveloppe thermique, c'est un élément qui est aussi intéressant. Alors au début, quand on a gagné le concours, la façade était en béton, isolée avec du polystyrène. Et puis derrière, il y avait du placo. Et puis quand même, on s'est dit, on ne peut pas vouloir travailler de l'authenticité, vouloir travailler de la matière vraie, du solide, et puis en même temps aller chercher cette histoire de la Bourgogne et de cette matérialité en faisant du polystyrène et du placo. Et là, David Guillot a rencontré un homme qui est dans la salle, Laurent Goudet, qui nous a amené une technique finalement qui est une technique assez ancestrale, puisque c'est une technique qu'on trouve aussi dans les maisons à colombage qu'on a en Bourgogne, l'ossature bois avec un béton végétal qui est enduit de chaux à l'extérieur et enduit de terre à l'intérieur. Et on a complètement revu la conception, on était en pro, c'était le deuxième pro, en pro 3, on a complètement revu cette conception-là pour intégrer ce matériau. Et finalement, ça a rendu également cette aventure, cette histoire un peu magique. Encore une fois, c'est dans ces rencontres-là que le bâtiment s'est construit, que le projet, je dirais, s'est construit. C'est dans ces rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, on a pris le choix. Ça a été un challenge très compliqué quand même, parce que qui dit matériaux innovants, dit... ATEX dit, voilà, il a fallu prouver que ça marche, il a fallu refaire les plans, bon ça c'est rien, mais il a fallu quand même aller tirer plein de choses. Donc ils se sont battus, Laurent, David, ils se sont battus pour que ce soit possible, et puis c'est possible, vous allez voir, le rendu est en tous les cas pour l'instant magnifique. J'espère que ça sera pour les gens qui vont l'habiter à la hauteur de ce que nous on a espéré, mais en tous les cas pour l'architecte que je suis, c'est vraiment au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Donc ces panneaux, donc vous avez un échantillon juste là. Laurent Goudet est venu avec un échantillon. Donc là, ce n'est pas une maquette, c'est la façade de la Cité des Vins. Et donc, on avait fait le choix, pour des raisons de planning très serré, vous l'avez compris,
de faire de la préfabrication. Alors ça a été rendu possible parce que les ateliers Rougeot sont à proximité du chantier. Ils ont libéré une grande halle et on a donc pu construire ces ossatures bois qui sont arrivées donc d'une entreprise qui s'appelle NUG, qui est une entreprise locale également, qui nous a fait toutes les ossatures. Et on a fabriqué, enfin je dis on, moi j'ai rien fait, hein. Si on a quand même à l'agence bien souffert sur le dessin de tout ça, parce qu'il a fallu dessiner, alors là je ne vous dis pas, je le montrerai tout à l'heure, le BIM, ça nous a été d'un secours, parce que dessiner tout ça à la main, ça n'aurait pas été possible. Et donc on a donc cette grande halle qui a été en fait un chantier dans le chantier, avec ces tas de chambres qui sont arrivés, et puis la construction de ces murs. Donc, en 2 mots, comment est-ce que c'est construit? Laurent Goudet est là, vous pourrez lui poser toutes les questions si vous en avez un peu techniques. Mais je vais essayer de le faire à ma façon. Donc, on a l'ossature bois qui est ici, là. Ensuite, on a des canisses qui sont fixées sur les ossatures bois. Donc ces canisses, elles sont coupées en 2 et en fait, c'est le fond de coffrage du béton de chanvre. Alors ces canisses, elles sont espacées de 3 cm parce qu'en fait, elles sont complètement recouvertes de la matière. Donc il faut que la matière passe un petit peu au travers. Je regarde Laurent en même temps, s'il ne me fait pas les gros yeux. Et puis, ces murs-là, donc imaginez déjà, il y a une courbure dans un sens, mais ensuite, vous avez la courbure des planchers qui sont là. Donc, il faut que tout ça soit dessiné de façon extrêmement précise et réalisé de façon extrêmement précise. Et puis ensuite, on a cette technique-là de béton végétal. Alors, le tas de chanvre, il arrive, il y a de la chaux, il y a du chanvre, il y a de la chaux. Ça se mélange dans une machine. Tout ça, ça rentre dans un tuyau, dans la machine, ça se mélange, ça ressort par ce tuyau que vous voyez là. Et puis en même temps, il y a un deuxième petit tuyau là, que vous voyez là, qui amène de l'eau. Et puis, quand ça arrive ici, là, juste là, tout ça, ça se mélange et ça fait schlock. Et ça vient s'agglutiner sur le canis. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu faire, moi. Donc, il y a ce côté un petit peu magique. Vous aviez, bien sûr, il y a ces grands murs de béton qui sont arrivés, c'était magnifique. Ces grands IPN qui sont arrivés, c'était somptueux. Ces tailleurs de pierre qui étaient là et qui travaillaient, c'est vrai que c'était émouvant. Mais là, je dois dire que ça m'a scotché. Et puis, ensuite, les panneaux sont préparés avec on prépare avec la chaux à l'extérieur. Donc c'est pas l'enduit final, mais c'est une préparation, et l'enduit terre à l'intérieur. Et là où il a été très fort, c'est que même la terre, elle vient de Bourgogne. Elle vient d'une carrière de Rougeot à côté. Donc tout ça fait que c'était vraiment on ne peut pas faire plus bourguignon de chez bourguignon et plus d'ici quoi. Enfin de là-bas. Donc après, ils ont tous été numérotés, contrôlés, numérotés, et ensuite transportés et assemblés avec ce plan qu'on a produit à l'agence pour être posé sur l'ossature métal. Ça peut se rapprocher ou pas? Parce que là, je suis... Ah, mais voilà, je vais prendre celui-là. Tu me lances là. Une petite vidéo comme ça. Non, je vais rester. Une petite vidéo pour vous montrer que ça fait schlock. Donc là, vous voyez le mur ossature bois qui est monté, les canisses qui sont fixées, le tas de chanvre. Enfin, c'est pas tout à fait du chanvre, hein, c'est la tige du chanvre. C'est pas les feuilles qu'on fume, c'est vraiment c'est. Donc là, on est sur l'atelier, vous voyez, qui a été. Et puis là, vous avez donc la projection avec cette petite équipe qui a travaillé chacun de ces panneaux.
c'est lissé ensuite. Parce que, évidemment, ça aurait été tellement simple si les murs avaient été droits. C'est là que ça fait. Alors aussi, je sais que avant qu'on pose la question, on se pose, et souvent, enfin, on nous l'a posé, oui, mais une fois que c'est mis en place, en fait, comment on recycle ça? Mais c'est super simple, en fait, à recycler ça, parce qu'une fois que c'est en place, ben, on casse, ça refait un petit tas, on peut le remettre dans la machine et on recommence. En fait, c'est un matériau qui est magique. Ça donne envie. Donc là, vous avez Alors après, bien sûr, les panneaux sont arrivés. Bon, ils n'étaient pas tous jointifs. Hein. Il faut quand même laisser un peu de mou. Donc après, il y a eu tout un travail sur chantier pour raccorder les panneaux les uns avec les autres. Et là, vous voyez un compagnon qui est en train de... Donc, qui a fait le raccord ici, là. Et puis qui a relissé un petit peu de chanvre, et puis ensuite qui revient retraiter un peu de terre. Et en fait, ce qui va rester à l'intérieur du bâtiment, ce qui va faire l'enveloppe du bâtiment, ça ne sera pas du placo, ça sera de la terre. Et ça, je crois que ça va donner une qualité aux espaces qui va être extrêmement intéressante. Donc on aura le bois au-dessus de la tête et puis cette terre en paroi. Donc voilà, les poteaux métalliques vont rester aussi bruts, on ne les habille pas. On a vraiment fait ce choix de montrer la technique. C'est même vrai pour tout ce qui est fluide. Alors la vrille, dernier élément de ce projet, la vrille qui sert à s'élever, c'est donc une grande rampe qui ne fait pas 5%. On s'est battu avec les instances handicapées qui voulaient absolument qu'on puisse faire rouler des fauteuils roulants. Les handicapés, il y a un ascenseur, hein, c'est une vrille qui va contraindre. Effectivement, par endroit, elle est à 11%, par endroit, elle est à 4%. Mais c'est un parcours, en fait, moi, j'ai presque envie de dire, c'est un parcours initiatique vers le territoire de la Bourgogne, en fait, puisqu'il va nous apprendre à le lire. On va passer dans la vigne, sur le bâtiment, puis après, on va découvrir petit à petit le paysage. Et puis, on va arriver sur ce panoramique vers les vignobles. Donc, voilà, il contraint le corps, mais c'était fait exprès, en fait. Donc, elle fait 127 éléments de Besson Préfa. Alors, il a fallu optimiser notre dessin. Je vous montrerai très rapidement comment on a fait ça. Il y a 19 rayons de courbure. C'est une vrille qui a été, donc, avec les garde-corps, en béton Préfa, avec une longueur de 285 mètres. Donc là, vous avez les modules de béton Préfa qui arrivent. Ils arrivent avec, vous voyez, ils sont préparés parce qu'il y a des éclairages qui viennent à l'intérieur. Et puis ensuite, ils sont posés délicatement sur des PRS, également en métal. Le détail, le voici. Donc, vous voyez ces éléments Préfa béton. Et là, on a toute une teinte de couleur qui se développe. Donc, avec ces éléments Préfa béton, ils sont très, très blancs. Ça ressemble presque à du marbre. Vous avez l'enduit de chaux qui a un blanc un tout petit peu plus soutenu. Et puis, vous avez le béton coulé en place qui prend la couleur de la pierre de Comblanchien. Et en fait, c'est un bâtiment, comme il a cette forme ovale, en fait, qui capte la lumière avec différents angles. Et en fait, ça donne une vraie matière vivante, en fait, au bâtiment. Entre ces différentes strates de blanc, on a cette vrille qui tourne et qui monte. Et en fait, on a un bâtiment qui vraiment joue avec la lumière. Alors, c'est vrai que Le Corbusier disait toujours qu'un bâtiment sous la lumière, c'est l'ombre portée, etc. Nous, on pense qu'avec ce bâtiment-là, en fait, vraiment la lumière va sublimer en fait, le bâtiment.
Voilà, donc là, vous avez donc ces modules préfa qui sont posés en attente du coulage de la rampe. Et voilà, là, on en est ici, à peu près, sur le chantier. On est en train de finaliser le montage de ces panneaux préfa avec cette immense poutre là qui fait plus de 20 mètres qui va, elle, être habillée en métal de la même teinte que le béton. Donc voilà un petit tour de chantier. Tac. Et puis toujours, ce qui m'impressionne, c'est le manège de toutes ces machines qui arrivent, ces grues qui portent et puis qui transportent et puis qui déplacent. Il y a une activité sur ce chantier qui est, surtout en ce moment, parce que le 22 novembre, Monsieur le maire veut absolument présenter l'enveloppe du bâtiment à la vente des hospices de Beaune. Et donc là, ça s'active dur. Voilà, donc le soir, c'est vrai que cette teinte, elle devient de plus en plus chaude. Et puis, en journée, on a ces différents blancs qui se développent. Alors, vous avez un poteau ici, là. Vous le voyez, il y en a un, il y en a deux, il y en a un qui est juste là. Et cette rampe, c'est une rampe secondaire qui permet d'accéder directement au premier niveau et qui permet de privatiser le premier niveau pour des séminaires. Et en fait, cette rampe, elle a aussi un rôle architectural important. Je vous l'ai dit en début de séance. L'idée, c'était de faire quand même que ce tout petit bâtiment, il puisse aller chercher l'ancrage un peu loin dans le territoire et puis qu'il se fasse un petit peu plus gros que ce qu'il ne l'est. Voilà, qu'on arrive à lui donner un peu plus d'aisance. Et donc, cette rampe, elle sert à ça. Donc là, c'est un extrait de la maquette BIM qui nous a permis de rationaliser tout ça, de travailler avec le préfabricant et puis de travailler aussi avec l'entreprise Rougeot qui a posé ces modules. Et puis de rentrer dans le budget, parce qu'au début, tous les modules étaient différents, tous. Et puis, on a beaucoup œuvré avec les équipes de Rougeot et le préfabricant pour arriver à rationaliser ces modules et à n'avoir que, je ne sais plus, 19 moules. Voilà, donc le rôle du dessin, pour les architectes, c'est toujours important de parler du dessin. Donc pour nous, le dessin, dans ce projet, ça a été vraiment un outil de partage. Plus qu'un outil, ça a été un outil de conception, évidemment. Pour dessiner ce projet-là, on a cherché, bien sûr, les tracés régulateurs, parce qu'au début, c'était une ellipse. Et puis une ellipse, c'est compliqué à construire. Donc, en fait, pour rationaliser ce projet, pour trouver une trame constructive facile à développer, en fait, c'est un ovale qu'on a un petit peu aplati. On a rationalisé pour rentrer dans le budget, pour arriver à faire beaucoup de préfabrication, vous l'avez compris. Et puis surtout, le dessin, en fait, c'est un outil de conception pour cette complexité. Hein, vous avez vu de la structure, du dessin, de toutes ces surfaces gauches. On a utilisé plus de 3 logiciels pour la montée, Revit, Archicad, et on est allé aussi pour certaines pièces, comme la rampe, le dessiner sur Rhino, qu'on a rebasculé. Bon, ça c'est... Mais voilà, c'est important. Mais surtout, cette maquette BIM, en fait, c'est un outil de partage de tous les acteurs du projet. Des ingénieurs qui ont œuvré et puis tous les compagnons qui ont travaillé. Les équipes de Rougeot ont un BIM manager chez eux. Les équipes d'Eiffage Énergie Système et de Clévia également. Vous voyez, ils sont rentrés dans notre maquette et nous ont produit des maquettes. Tout a été vraiment intégré. Et puis, on a fait la synthèse de tout ça pour arriver à ce qu'on rationalise au maximum ce projet. Et puis, sur la façade également, vous avez compris que chaque module étant différent, il a fallu d'abord les dessiner avant de les construire.
Ça, c'est donc le parcours en fait du visiteur. Donc c'est aussi issu de notre maquette BIM. Alors cette maquette, je dis, c'est un outil de partage. C'est aussi un outil de partage pour notre maître d'ouvrage et pour les gens qui financent ce projet. Régulièrement, on produit ces vidéos en fait qui sortent de notre maquette de l'agence. Et puis ça permet de contrôler aussi, de contrôler les espaces, d'expliquer par exemple ce hall en double niveau, comment est-ce qu'on monte dans la vrille. Donc là, on va faire le parcours de la vrille. Donc quand on arrive dans le rez-de-chaussée, on monte sur cet escalier monumental. Après, on voyait les plafonds, les planchers bois-béton. On arrive sur cette première terrasse du R+1 sur laquelle on découvre en fait le parvis de la Cité des Vins et d'autres programmes qui vont venir se situer en face. On va donc appréhender le parc qui est développé tout autour. Et puis petit à petit, on va monter au-dessus de la canopée des arbres. On va frôler la vigne qui est au-dessus de l'espace Céno, avec un espace pédagogique qui va permettre de montrer les techniques de coupe. Cette vrille-là, cette rampe, elle vient toucher le bâtiment. On va pouvoir sentir la chaux, toucher la chaux et en même temps voir la différence entre la rugosité de la chaux et puis les garde-corps en béton préfa qui sont extrêmement lisses. Et puis on a tout un tas de cadrages qui viennent se construire là vis-à-vis de l'intérieur, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. En fait, vous voyez, le visiteur, en fait, il est soit pris par le plafond, soit pris sur le côté. On arrive sur la terrasse du bar panoramique. Et ensuite, ça, c'est la dernière partie de la rampe avec un cadrage très, très horizontal sur l'intégralité de la Bourgogne à 360. Et là, on sort du bâtiment, on s'en extrait petit à petit. Il n'y a plus qu'un petit bout de mur qui nous raccroche à ce bâtiment. Et là, on va être complètement projeté dans le ciel avec cette immense poutre qui nous élève au-dessus du parc pour arriver sur la terrasse panoramique à 360. Donc là encore, des techniques qui sont des techniques ancestrales, hein, je l'ai dit, avec le béton de chanvre, mais aussi des techniques qui vont chercher le génie civil, puisque la grande passerelle, c'est des techniques de pont, hein, on n'est plus dans les techniques de bâtiment. Alors, ce que j'ai essayé de vous faire sentir, moi, à travers cette visite et ce parcours de cette Cité des Vins, que je vous invite bien sûr à venir découvrir en vrai, ce que j'aurais aimé que vous sentiez, et j'espère que j'ai été claire là-dessus, c'est tout ce qui a été de la relation, en fait, de la relation dans ce projet. Vous avez compris que le premier fil qu'on a tiré, c'est cette petite vrille de la vigne, celle qui nous a nourris en fait dans notre projet, puis aussi qui a créé en fait cette tension, je dirais même cette tension créatrice avec nos commanditaires. Donc cette petite tige-là, elle nous a emmenés dans des techniques de construction, elle nous a emmenés loin, elle nous a emmenés dans la matière. Cette matière qui a permis aussi à ce bâtiment de dialoguer avec son environnement, qui nous permettra certainement, nous les visiteurs, d'avoir ce rapport tactile à la matière, qui permettra aussi aux occupants de profiter du bois, de la terre, du chanvre, pardon. Mais aussi, pour nous, ça a été quand même l'idée que tous ces matériaux, en fait, ils viennent se faire domestiquer un petit peu dans ce bâtiment. Et on a souhaité donc mettre en jeu, en fait, le visiteur à travers toutes ces technicités. Et puis, dans ce parcours ascensionnel qui sera ouvert à tous, on a voulu faire de cette Bourgogne, de ce bâtiment de la Cité des Vins un monument, en fait, pour la Bourgogne, qui porte l'identité des Bourguignons. Et je pense que
les élus de la ville de Beaune et en fait les professionnels du vin, je pense, se sont reconnus dans ce bâtiment. Et ça, pour nous, ça a été aussi une vraie réussite. Et puis alors, moi, je me disais, comme on pose souvent la question et comme je le disais en début, pour revenir à cette question, en fait, mais comment vous avez eu l'idée? Je sais pas. Moi, je me dis surtout après cette présentation et après cette histoire et puis après aussi cette aventure, mais surtout, mais à qui appartient ce projet? Quand j'enseigne, tu l'as dit tout à l'heure à l'école, à l'INSA de Strasbourg, j'enseigne le projet urbain. Moi, je dis souvent à mes étudiants que en fait, le projet, c'est une relation. Surtout en projet urbain, on n'arrive pas n'importe où pour faire n'importe quoi et que en fait, quand on arrive quelque part, il faut se mettre en dialogue avec un territoire. Il faut tisser des liens avec ce qui existait avant. Et ces liens, c'est pas que des liens physiques à un instant T. C'est vraiment des liens avec l'histoire de ce qu'il y a eu avant. Et puis c'est une histoire qui va perdurer après. Et en fait, quand j'arrive presque au bout de cette histoire, parce qu'on va bientôt livrer le bâtiment, moi je me dis que ce qui nous a porté, en fait, c'est ce dialogue, en fait, ce dialogue avec ce territoire, ce dialogue avec ces gens qu'on a rencontrés, puis c'est ce dialogue avec les gens qui ont fait ce projet-là. En fait, à qui appartient ce projet? Il nous appartient à tous. Et ça, c'est ce qui, je pense, la grande réussite de ce projet. Parce que derrière, ce qui aurait pu être peut-être apparaître comme le fruit d'une idée comme ça, de cette petite vrille, en fait, on a quelque part des histoires croisées qui se sont retrouvées et puis des logiques qui se sont mises à l'œuvre pour arriver à cette idée-là. Et puis ces choses se sont construites, se sont dessinées et puis se sont construites surtout ensemble. Et puis je pense aussi avec ce projet-là à deux artistes, à Michel-Ange. C'est pas parce que voilà. Je pense à Michel-Ange qui disait quand il faisait ses sculptures, il disait moi j'ai toujours l'idée. Enfin en tous les cas, il dit j'ai toujours cette sensation que la sculpture en fait, elle était déjà présente dans le bloc de marbre et en fait que mon travail, il a juste été d'enlever le surplus de matière pour la faire émerger. Et le peintre Braque aussi disait ça au sujet de sa peinture. Il disait qu'en fait, il dégageait de la toile le surplus de peinture pour faire apparaître le tableau. Moi, en fait, quand je montre ce projet et quand j'essaie de faire partager ce projet, j'ai juste envie de dire, en fait, on a collectivement essayé de faire émerger ce bâtiment pour la Bourgogne. Et voilà, donc on a presque enlevé tout ce qui nous empêchait de le voir avant qu'on se donne les moyens de le faire. Donc il s'est concrétisé dans les contraintes de cadre financier. En plus on a eu le Covid, on a eu la pénurie de matériaux, on a eu pas mal de galères. Mais ce projet, il s'est vraiment concrétisé sur le chantier avec le dialogue fertile avec le maçon, avec l'artisan, avec le compagnon. Et moi, je suis hyper fière de ce processus collectif qu'on va pouvoir livrer prochainement. Merci. Alors, je vous dis juste que j'espère que vous aurez plein de questions difficiles. Dans la salle, il y a David Guillot, donc, qui était à l'origine du « te soucie pas du prix, vas-y, ce qu'il faut, c'est que quand ils ouvrent les planches, ça fasse « waouh ». Donc ça, il est là. Et puis, il y a Laurent Goudet, qui est à l'origine de la façade en matériaux biosourcés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui commence par les questions? Pour les questions, déjà, ça serait bien en effet d'avoir une petite explication sur ce... Bien que ton explication était très bonne, hein, mais d'avoir cet exemple-là
La personne là qui... Laurent Goudet. va aller. Qui est venu avec, avec sa petite maille. Un petit peu peut-être de l'isolation telle qu'elle est... Je vous laisse ça. Merci. Oui, donc bonjour. Je gère une entreprise qui s'appelle Acta. Et effectivement, depuis plus de 20 ans, on essaie de valoriser les bétons végétaux à destination de l'isolation des bâtiments. Et bon, là, c'est presque une première pour nous d'avoir fait de la préfabrication, parce qu'habituellement, on travaille plutôt en mise en œuvre sur site. Mais le principe reste le même. Effectivement, on a besoin d'une structure. Les matériaux ne sont pas porteurs, ils sont autoporteurs, mais ils ne sont pas porteurs. Donc on a besoin de ces structures bois pour pouvoir tenir le mur. Et ensuite de ça, alors là, on est un peu surdimensionné parce qu'on devait en plus lever les murs préfabriqués. Donc on a transporté le matériau depuis le lieu de fabrication jusque sur le lieu de levage. Et donc la structure bois, elle est surdimensionnée par rapport à nos besoins propres. Mais toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, comme vous l'a dit Emmanuel, on a donc une structure qui a une courbure qui a été définie par le plan. Ensuite de ça, on vient mettre un coffrage qui va nous servir à la fois de fond de coffrage pour la projection, mais également pour la réalisation des enduits, puisque sinon on aurait des ossatures qui viendraient séquencer et potentiellement apporter des fissures. Donc le canis, comme dans les maisons à colombage des siècles passés, efface l'ossature, ce qui permet d'avoir un enduit qui va avoir une continuité. Donc sur ces matériaux-là sont des matériaux donc, qui sont constitués uniquement de granulat végétal. Donc là, en l'occurrence, c'est de la paille de chanvre, du bois de chanvre. La partie noble étant la filasse, qu'on connaît tous depuis là aussi des siècles, qui servait au cordage et aux toiles, à la marine, à attacher les vaches et à faire les sacs à patates. Et le liant, c'est la chaux, parce que là, on est sur des systèmes qui doivent être transportés, mais actuellement, on est capable aussi de projeter avec des argiles à la place de la chaux, parce que la chaux, c'est un impact carbone. La chaux, c'est un calcaire cuit qui produit du gaz carbonique, et on commence à travailler sur des bétons uniquement à base de végétal et d'argile. Donc les performances thermiques de ces matériaux sont assez particulières du fait que ce sont des matériaux qui ont un très grand pouvoir d'absorption d'eau, de vapeur d'eau, et qui vont travailler sur la totalité de la paroi en transfert de vapeur, mais qui vont valoriser les transferts de vapeur. C'est-à-dire que quand vous larguez de la vapeur d'eau, vous abaissez les températures, comme quand le corps transpire, et quand vous captez la vapeur d'eau, la température de surface s'élève de 2 à 3 degrés. Ce qui fait qu'on devient des murs qui contribuent au confort par rayonnement naturel. Donc il n'y a pas de membrane dans nos isolants. La totalité de l'épaisseur du mur est constituée du béton végétal. Donc la totalité de la paroi fonctionne en hygrothermie, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc en extérieur, pour des raisons de protection à l'eau, des intempéries, on est sur des enduits à la chaux, classiques. Et sur les intérieurs, pour optimiser encore les performances hygrothermiques de la paroi, on applique des enduits à l'argile. Là, en l'occurrence, on est allé prélever des argiles et des sables dans une carrière pas très loin, qui donnent une couleur comblanchien également. Et donc, sont des matériaux qui sont sans adjuvantation, juste des argiles et des sables, avec des proportions particulières, des recettes, mais voilà, ça permet d'être dans une enveloppe qui est complètement recyclable, à savoir que le béton de chanvre, c'est du granulat constitué, si on le redétruit, on l'égrène, on le recalibre et il peut repasser à la machine. Les enduits à l'argile sont entièrement recyclables également. Vous mettez de l'eau et ça redevient des matériaux plastiques et qu'on peut réutiliser à l'infini. Donc c'est la technologie aujourd'hui qu'on essaie de développer. Et on développe ça au travers d'une
d'un réseau de partenaires, parce qu'on est une toute petite entreprise, nous, et on a besoin aujourd'hui de massifier, et donc on transfère nos savoirs à des entreprises régionales, locales, pour que la technologie se répande. Voilà. Merci. Allez, à qui je passe le micro? Au fond, là-bas. Hop, pardon. Merci. Bonsoir, Emmanuel. Gilbert Melconian. Moi, je travaille dans un bureau d'études et j'avoue que je suis séduit par le bâtiment, par ses courbes. Et la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment tu as pu fédérer les compagnons pour construire un bâtiment tout en courbe alors qu'ils sont plutôt habitués à des formes très géométriques, très parallélépipédiques. Et est-ce que tu as trié ces compagnons sur le volet en leur passant un casting particulier? Alors, pour le casting des compagnons, c'est David Guillot qui s'en est occupé. Vous avez vu le cast. Moi, je vous ai fait le cast d'origine, hein, c'est celui-là. Et en fait, ils ont été effectivement triés. On a quelqu'un que je n'ai pas cité, mais qui est directeur du projet, qui s'appelle Yalcino Dabas, qui travaille avec David Guillot et qui nous a vraiment accompagnés. D'ailleurs, c'est lui qui avait déjà travaillé sur le bâtiment pour lequel on a été primé, sur lequel on a eu un prix, la ferme aux escaliers à Aizeray. Et donc, il adore les choses complexes. Et surtout, il va au bout des choses. Sur le casting entreprise, David, tu veux prendre la parole ? Bien, bonsoir à tous. Alors d'abord, à l'adresse des architectes, le côté tu t'occupes pas du prix, ça a marché parce que c'est la femme de ma vie. Hein. D'accord ? Donc il ne faut pas venir me chercher, ça n'existera pas. Le casting, cette opération, c'est avant tout une affaire humaine, du début à la fin. Emmanuel, elle n'a pas assez insisté sur un sujet, c'est qu'on n'avait aucune chance de gagner ce projet. Absolument aucune. Et comme disait Churchill, c'est parce qu'on n'avait aucune chance de le gagner qu'on l'a fait, parce qu'on savait que c'était impossible qu'on y est arrivé. Et en fait, on s'est entouré d'amis. Et c'est un des sujets qui nous a fait emporter, parce que quand on a passé les euros, tu as oublié tout ce passage-là, mais on a fait 3 euros de 4 heures. Vas-y, c'est à toi de le faire. Et donc vous imaginez où l'assistance était complètement contre nous, parce que monsieur le maire, et je le dis parce que je n'ai pas de tabou, moi, avait déjà désigné son architecte, qui s'appelait Kango Kuma, et qui avait déjà désigné son entreprise, qui n'était pas du tout Rougeau. Donc on avait un peu les vents contraires. Et on a réuni autour de nous une bande de potes, parce que Batiserf, vous devez le connaître dans l'assistance, c'est celui qui a le plus de sinistres au monde en bureau d'études structure. Il pousse la limite de limite. C'est lui qui a fait le porte-à-faux de J.L. Evans, par exemple, pour ceux qui courent un peu vers la sucrerie, là. C'est l'homme des porte-à-faux et c'est l'homme des risques. Et on s'est réunis une bande de copains et on a dit on va y aller parce que de toute façon, ma foi, on va le jouer. Alors j'ai rencontré Emmanuel avant, hein, j'ai pas conquis l'architecte sur le projet, ni sur l'absence d'enveloppe. Mais ma plus belle rencontre sur cette affaire-là, on parle du casting, il y a 3 personnes qui marquent les esprits. La première, c'est bien sûr Yeltsin, qui est un peu mon mercenaire, il n'est pas là ce soir, mais c'est mon homme de combat, parce que dans ce métier-là, si on n'a pas d'homme de combat, on n'y va pas. La deuxième, c'est Philippe Clément, de Batiserf. Et je crois qu'Emmanuel, elle a encore une photo dans son portable où un samedi matin, on essayait de dimensionner ces satanés PRS parce qu'ils ne passaient pas au début. Voilà. Juste pour vous donner un peu une échelle, la poutre qui est en haut, elle s'est affaissée de 13 cm dans le vide. Elle tient sur 20 boulons. Et quand on marche dessus aujourd'hui, il y a un peu d'élasticité. Il n'y a aucun PRS qui est pareil. On est obligé de les mettre en précontrainte. Ce qu'elle ne dit toujours pas, Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, on a des déformés qui ne fonctionnent pas comme dans le calcul. Donc voilà, parce qu'entre le calcul et la troisième belle rencontre, et il est là ce soir, c'est Laurent Goudet, parce qu'au début, on était parti avec un bâtiment qui ne nous plaisait pas, à Emmanuel et à moi. On se disait, putain, c'est quand même... parce que c'était pas du béton, Emmanuel, ça c'était la version du début, mais à la fin, pour les problèmes de coût, c'était du sto, oui. D'accord. Et comme il n'y avait pas d'avis technique au-dessus de 18 mètres, il fallait rehausser en moellon, et je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est impensable qu'on aille mettre des moellons là-haut. Et j'ai fait la rencontre de cet homme-là. Alors là, il est très très bien habillé aujourd'hui, parce que d'habitude, il est en short
Il a un casque des années 60, là, et en 3 heures, on était à la phase du Pro 3, on avait déjà coulé les fondations, tu te souviens, Laurent? Et il m'a emmené avec ses mains cagneuses, et je me suis dit, bon, il n'y a pas d'avis technique, il n'y a pas d'ATEX, il n'y a rien, mais allez, on va y aller. Alors, on a transpiré, hein, parce que les monopoles du CERIB et consorts... Bref, on a lutté, on a gagné, on a notre avis technique. Et on a eu la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui nous a suivis parce qu'on a posé les éléments, on a fini de poser les éléments qu'on n'avait pas d'avis technique. Voilà. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute Alain, c'était le maire de Beaune, je lui ai dit, écoute, c'est soit tu veux ton bâtiment pour la vente des vins, soit tu la veux pour la vente des vins d'après. Et il m'a regardé, tu étais là, hein, et il m'a dit, bon allez, on se fait confiance et on y va. Et on a eu l'avis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un projet qui s'est fait que sur de la relation humaine. Alors, on s'est énormément engueulé avec Emmanuel, toujours sur des problèmes... Parce qu'au début, j'ai dit pas d'argent, puis après, j'ai quand même compté. Et puis, ça s'est fait que avec des histoires d'hommes, mais ça va de l'archi. Elle a été très, très présente sur le projet, elle est très, très présente. Mais ça va aussi aux compagnons que vous avez vus tout à l'heure, là. Hein, Alain, Laurent, tu peux en témoigner. Le poseur de pierre qui vit son truc, qui est hyper fier de faire ce qu'il fait. Il y a 60 pierres au mètre carré, il y a en gros 6 coups de massette par pierre, donc voilà, je vous laisse faire le... Voilà. Le budget, alors c'est 13 650 000 au début, le DGD sera plus aux alentours de 15,5. Et le budget du concours, c'était... on 10. devait répondre à 10. 10. C'est pour ça que quand tu as dit on s'en fiche du budget... Ouais. On a répondu à Et 13, dernier sujet dont on n'a pas parlé, c'est qu'au milieu est arrivée l'augmentation des matières premières, parce que l'acier, je vais vous donner une indication, 400 tonnes de charpente métallique. Quand on a étudié la charpente, elle coûtait 520 € la tonne, et le dernier bon de commande que j'ai signé était à 2200 €, avec un BT01, donc je vous laisse faire le calcul du BT01, ce qui fait 8%. Et voilà, bon, donc on a traversé ça. Le verre, il y avait 8 jours de délai, on en est à 8 semaines. Bon, puis il y a le maire de Beaune qui a décidé que ça serait telle date. Voilà. Mais juste pour finir sur les acteurs, c'est important, le maître d'ouvrage, je le taquine un peu là, mais le maître d'ouvrage, il est complètement partie intégrante dans le projet. On a décidé de co-construire le projet avec lui, c'est-à-dire qu'on est en totale transparence, aussi surprenant que ça puisse paraître, les plus, les moins, les difficultés. Ils sont là à toutes les réunions de chantier, on a des comités de pilotage tous les mois, et on considère qu'ils sont un acteur et pas quelqu'un à qui on est opposé à faire de la gestion de contrat. Juste une indication, donc on va être aux alentours de 15 millions d'euros, et on a écrit 3 courriers à la mairie de Beaune et aucun recommandé. Voilà. Ben, merci pour ces explications. Est-ce que tout a été dit? Ah, si, il y a une question là. Ici, là. Ah, le micro. Tiens. Bonsoir. Je ne suis pas un spécialiste du vin, mais pour avoir travaillé pour la collectivité de Beaune, mais il y a très longtemps, sur le patrimoine existant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas quand on est un simple touriste, et ce sont les caves. Est-ce que dans ce projet, il y a des caves? Parce que le vin, il se termine dans les caves. Alors, et quand je voyais les étiquettes sur les bouteilles, ça faisait rêver les personnes à qui j'en parlais, parce qu'effectivement, tous les grands noms des vins de Bourgogne sont là. Et dans ce projet, est-ce qu'on vous a demandé de faire des caves? Alors en fait, ce projet, il a vraiment une vocation à faire découvrir la Bourgogne, les climats et le vignoble, mais il n'a pas de vocation à concurrencer d'autres programmes qui vont venir autour, qui sont des programmes commerciaux. Donc il n'y aura pas de vente de vin, bon, sauf à la boutique, en sortie d'exposition, il y a une boutique où il y aura 3-4 bouteilles présentées avec, voilà, il y aura un changement perpétuel de vignerons. Et donc, il n'y a pas de nécessité vraiment d'avoir des caves. La seule cave qu'on a, c'est dans les locaux techniques qui se trouvent sous le vignoble. Et en fait, elle est juste dédiée au bar du R+4. Donc, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de vieillissement. Non. Ouais. Parce que l'idée de ce bâtiment, c'est de donner envie aux visiteurs d'aller dans les caves, d'aller dans le territoire. Et voilà. Et donc, de tisser une relation avec
la Bourgogne et ce vignoble. Donc si on commence à leur donner tout sur place, les Chinois ils vont venir, ils vont se poser et puis ils vont repartir. Donc c'était ça l'idée. La ville de Beaune, c'est peu connu, mais c'est un dédale de caves. Alors maintenant, il y a des grands halls à l'extérieur pour stocker sans doute, mais à l'origine, c'est extraordinaire. Quoi, je veux dire, c'est fou. Vous avez pris pas mal de techniques qui étaient traditionnelles il y a quelques années, qui le sont moins aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des débats que vous avez pu avoir avec votre bureau de contrôle ? Alors là, pour le coup, c'est pour ça que je l'ai cité au début, c'est que lui aussi, il est rentré dans l'histoire. Lui aussi, il a vraiment œuvré pour qu'on... Il a fait son boulot de bureau de contrôle, mais il a vraiment été hyper actif. Pour vous donner un exemple, sur la vrille qui ne fait pas 5% avec les paliers, etc., il était présent à toutes les réunions. Il est venu avec moi voir les services des handicapés. Il était là, il essayait de trouver des solutions. Sur les essais du CERIB, il était présent. En visio, enfin, je veux dire, on a encore une fois emmené le bureau de contrôle avec nous. Et ça, c'est vrai qu'on peut lui tirer notre chapeau, mais c'est aussi un peu la magie de cette équipe qu'on a su générer autour de ce projet. Mais il avait envie. Il avait envie de pousser ce projet-là. C'est pas toujours le cas. Alors, le bureau de contrôle, je vais vous... Tac. Si vous construisez près de Beaune, c'était Alpes Contrôle. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Alors, on va livrer pour avril 2023. Donc, écoutez, si... La société académique va se transplanter dans ton beau projet. Il n'y a aucun problème. Au mois de juin 2023. Vous serez les bienvenus. Ah oui, parce qu'en plus, bon là, je n'ai parlé que du bâtiment. J'ai pas du tout parlé de l'intérieur. J'ai pas parlé de ce qu'on va y trouver. Je savais que c'était un public plutôt de gens du bâtiment, donc j'ai parlé de bâtiment. Mais la scénographie, ça sera aussi quelque chose à découvrir. Les aménagements extérieurs aussi. Les aménagements, oui. Le parc, voilà. Qui est porté par la ville de Beaune également. Donc oui, il faudra venir faire votre réunion là-bas. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Emmanuel ? En tous les cas, nous, on ne va pas partir tout de suite, puisque dans le MPGP, on a 5 ans, on doit assurer pendant 5 ans la maintenance de ce bâtiment. Donc, ah oui. Oui, c'est pas juste un projet, c'est pas juste un permis de construire. Oui. Mais là, on a des performances à assurer avec des pénalités qui sont énormes sur 5 ans. Donc, en fait, il faut que ça marche, Laurent. C'est pas juste, faut pas juste que... C'est des performances thermiques, mais en dehors des autres. Non, l'étanchéité. Non, mais en performance thermique, bien évidemment. Allez, on y va. Écoutez, donc évidemment, j'ai un plaisir fou à faire découvrir ce bâtiment avec David, avec les équipes qui sont sur place et Laurent. On adore faire visiter le chantier.
On va donc le faire visiter. On proposera plusieurs visites pour les professionnels. Il faudra regarder sur les réseaux sociaux. J'en parlerai à la société académique, à Cobati, à AMO. Je vous vois à AMO, au Cercle de Zaha. Voilà. Donc il y aura moyen de le visiter avant l'ouverture, parce que c'est plus drôle avant l'ouverture. Donc on ira après janvier, entre janvier et avril. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va te remercier, Emmanuel. Un grand merci pour cette présentation. Merci à tous. Merci.